Salut à tous. Le dossier géopolitique, le Canada venait de refuser de plier et ce faisant, il a déclenché un réalignement commercial mondial que Washington n'avait pas vu venir et ne peut désormais plus renverser. Il ne s'agissait pas d'une protestation diplomatique, ni d'une déclaration fermement formulée, mais d'un basculement commercial structurel sur plusieurs continents qui avait été conçu discrètement, exécuté avec précision, est programmé pour frapper exactement au moment où l'administration Trump était au sommet de sa confiance, dans l'idée que le Canada finirait par capituler. Apparemment, dans le manuel Trump, la patience passe pour de la faiblesse jusqu'au moment où elle arrive avec des documents signés et des conséquences sur les marchés. Selon des sources au sein du cabinet du Premier ministre ayant une connaissance directe du calendrier, le moment choisi n'avait rien d'accidentel. Le gouvernement Carney surveillait la posture interne de Washington grâce aux renseignements diplomatiques et le déclencheur précis de l'activation a été une communication de responsables américains indiquant que le Canada était, selon les mots transmis par des canaux informels, par un conseiller principal de la Maison-Blanche, sur le point de craquer. Cette communication est arrivée un jeudi. Le basculement commercial mondial a été activé le lundi suivant. Le Canada n'était pas sur le point de craquer. Le Canada attendait que Washington le croie. Selon des responsables de 3 gouvernements alliés ayant participé au réalignement, la rapidité et la coordination de ce qui a suivi ont laissé les responsables commerciaux américains réellement stupéfaits, d'après les communications de réponse examinées par une source. Il est difficile d'exagérer l'élégance qu'il y a à confondre un compte à rebours avec un effondrement. Le Dow Jones a enregistré la nouvelle par une chute de 310 points avant midi. Les actions liées aux chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier transfrontalier ont reculé de 9 à 18% en une seule séance et les appels des associations d'affaires américaines à la Maison-Blanche, exigeant des réponses, exigeant une désescalade, exigeant que quelqu'un explique comment la relation commerciale bilatérale la plus importante au monde en était arrivée là, ont commencé avant la fermeture des marchés. L'analyse de Warren Buffett a relié cette erreur stratégique à un principe qu'il a vu détruire plus de négociations que toute autre erreur unique au cours de ces 94 années. L'hypothèse la plus dangereuse dans toute négociation est celle selon laquelle l'autre camp n'a pas de bonnes options. Dès que cette croyance devient réelle, le travail nécessaire pour comprendre ce que l'autre camp est réellement en train de construire s'arrête. Le Canada construisait, Washington ne regardait pas. Les slogans étaient bruyants, le levier était réel, mais le devoir semble s'être perdu quelque part entre la phrase de rassemblement et la note de politique publique. Lorsque l'architecture complète de ce que Carney a construit devient claire, avec les raisons pour lesquelles la confiance de Washington dans une capitulation canadienne était si totale, et ce que ce réalignement mondial signifie pour chaque chaîne d'approvisionnement, chaque portefeuille de retraite et chaque relation d'alliance liée à la stabilité économique nord-américaine, le mot utilisé en privé par de hauts responsables américains du commerce devient compréhensible. Ce n'est pas un revers. C'est une erreur de calcul. Une erreur de calcul aux proportions historiques. Un réalignement s'accélère et la fenêtre dont dispose Washington pour modifier sa trajectoire se rétrécit de façon mesurable. Pour comprendre comment cela s'est produit, le premier point est que la confiance dans l'idée que le Canada allait plier n'est pas sortie de nulle part. Elle a été construite méthodiquement et, avec le temps, à partir d'une lecture précise de la vulnérabilité politique et économique canadienne qui, au fond, n'était pas entièrement fausse. Elle avait simplement 12 mois de retard. Autrement dit, la stratégie n'était pas entièrement fictive, elle était seulement périmée. La théorie au sein de l'administration Trump, formulée dans des documents de stratégie interne qui ont depuis été décrits en détail par des sources des deux côtés de la relation bilatérale, reposait sur 3 piliers. Le premier était la dépendance économique. Environ 75% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis, une concentration qui crée un levier structurel pour toute administration américaine prête à appliquer systématiquement une pression tarifaire. Le deuxième était la vulnérabilité politique. Le gouvernement Carney, arrivé au pouvoir dans un contexte d'anxiété économique intérieure, faisait face à des critiques de l'opposition qui l'accusaient de ne pas défendre les intérêts canadiens avec assez de fermeté, tout en étant averti par ses propres conseillers économiques qu'une escalade comportait des risques importants.
Le troisième était le précédent historique. Dans chaque différend commercial bilatéral d'envergure par le passé, le Canada avait finalement trouvé un moyen de parvenir à un arrangement avec son homologue américain, acceptant des conditions inférieures à celles qu'il avait publiquement recherchées, tout en les présentant comme un compromis raisonnable. La théorie était cohérente. Elle reposait sur des faits économiques réels et sur des tendances historiques réelles. Et elle comportait une faille critique. Elle décrivait fidèlement le Canada qui existait avant que Mark Carney devienne Premier ministre, pas le Canada qui existait après. La plupart des Américains ne comprennent pas pleinement l'ensemble précis d'expériences et de convictions que Carney a apporté à ses fonctions. Il a passé des années à la Banque du Canada à naviguer la crise financière de 2008, des années à la Banque d'Angleterre à gérer les conséquences économiques du Brexit et des années dans des forums internationaux de politique économique à observer comment les nations qui dépendent d'un seul partenaire économique dominant sont traitées lorsque ce partenaire décide que le levier vaut davantage que le partenariat. Il comprenait la vulnérabilité structurelle sur laquelle l'administration Trump comptait. Il comprenait aussi, avec la précision de quelqu'un qui a passé sa carrière à construire des cadres économiques plutôt qu'à simplement fonctionner à l'intérieur de ceux-ci, que la vulnérabilité structurelle n'est pas un destin. C'est une condition, et les conditions peuvent être changées si un gouvernement commence assez tôt, travaille assez discrètement et exécute avec assez de discipline. C'est la partie que le théâtre tarifaire a tendance à manquer. Un pays peut sourire au micro tout en déplaçant discrètement les sorties. La préparation ayant précédé l'activation de lundi était en cours depuis 14 mois. Pas des semaines, pas des mois au sens ordinaire d'un cycle de planification politique, 14 mois de construction de relations diplomatiques avec des partenaires européens, des nations commerciales du Pacifique et des alliés du Commonwealth, 14 mois d'investissement dans les infrastructures nationales destinées à réduire la part de l'activité économique canadienne nécessitant l'accès au marché américain. 14 mois de construction de cadres juridiques permettant aux redirections commerciales d'être exécutées par des instruments immédiatement contraignants, commercialement crédibles et structurés pour être permanents plutôt que réversibles. Selon des sources au sein du ministère des Finances ayant participé à la préparation, le principe de conception explicite était que, lorsque l'activation serait déclenchée, l'architecture serait déjà trop intégrée pour être annulée dans tout délai politiquement pertinent. Le moment précis qui a cristallisé la décision d'activation, selon des sources ayant une connaissance directe des délibérations internes, n'a pas été une confrontation spectaculaire, ni une provocation unique particulièrement flagrante. Ce fut un renseignement, la communication par canal informel du conseiller de la Maison-Blanche décrivant le Canada comme étant sur le point de craquer. Cette communication a dit deux choses simultanément au gouvernement Carney. Elle lui a dit que la lecture de Washington était erronée, et elle lui a dit que la confiance de Washington dans cette mauvaise lecture était assez élevée pour qu'un correctif soit le plus efficace possible. Lorsqu'un adversaire est le plus certain de la faiblesse de l'autre camp, c'est précisément à ce moment-là que la force frappe le plus durement. Peu de choses voyagent plus vite que l'excès de confiance, sauf la facture qui le suit. L'activation a été prévue pour le lundi suivant. La salle où l'activation a été coordonnée ne se trouvait pas à Ottawa. Elle se trouvait simultanément dans 3 villes, un détail qui révèle en lui-même quelque chose d'important sur l'architecture de ce qui allait se dérouler. À Ottawa, la salle de conférence du bureau du conseil privé, au 4e étage du bloc Langevin, était fonctionnelle et institutionnelle, avec ses fenêtres donnant sur la rue Wellington, son tableau blanc couvert d'un diagramme de séquençage qui avait été mis à jour 14 fois en 14 mois et qui portait maintenant pour la première fois un seul mot dans le coin supérieur droit. Finale. À Bruxelles, une salle de conférence sécurisée à la mission canadienne auprès de l'Union européenne fonctionnait déjà comme une partie de la même séquence, avec le sous-ministre et l'ambassadrice du Canada auprès de l'Union européenne présents sur place depuis 3 jours pour mener les dernières séances de coordination avec leurs homologues de la Direction générale du commerce de la Commission européenne. À Tokyo, une salle de réunion à l'ambassade du Canada sur Aoyamadori servait de nœud pacifique, où l'ambassadeur du Canada au Japon avait passé les 48 heures précédentes à confirmer les détails opérationnels des cadres du partenariat du Pacifique, qui commenceraient à être traités dès la signature de l'autorisation d'Ottawa. 3 salles, 3 continents, une seule heure d'activation.
9H à Ottawa, synchronisé avec 15H à Bruxelles et 22H à Tokyo. La synchronisation était délibérée et significative. Le basculement commercial mondial était conçu pour s'annoncer simultanément dans plusieurs juridictions, le rendant visible aux marchés financiers en Europe et en Asie, avant que les marchés américains aient pleinement traité l'ouverture de leurs propres séances. Le séquençage garantissait qu'au moment où les dirigeants américains et les responsables commerciaux américains lisaient ce qui venait de se produire, les volets européens et pacifiques étaient déjà en exécution, déjà réels, déjà irréversibles. Les éléments de langage étaient encore en train de se réchauffer pendant que la politique réelle avait déjà traversé 3 fuseaux horaires. Carney est arrivé dans la salle de conférence du bloc Langevin à 8h43. L'équipe réunie sur place, la vice-première ministre, le ministre des Finances, la ministre du Commerce, le greffier du Conseil privé et 4 conseillers principaux en politique économique, travaillaient depuis 7H sur la liste de vérification finale. Chaque élément de l'activation avait été confirmé avec la juridiction partenaire correspondante au cours des 12 heures précédentes. La Commission européenne avait confirmé, le gouvernement japonais avait confirmé, le ministère sud-coréen du commerce avait confirmé, le consortium industriel allemand qui absorberait les principales redirections d'infrastructures avait confirmé, le gouvernement britannique, par un cadre distinct négocié en parallèle, avait confirmé. Chaque ancrage de l'architecture était porteur et vérifié. Carney s'est assis au bout de la table et a demandé, dans l'ordre, la confirmation de chaque chef d'équipe que sa composante était prête. Les confirmations sont arrivées dans l'ordre, chacune brève, chacune livrée, avec la précision sèche de personnes qui se préparaient à ce moment depuis plus d'1 an et qui n'allaient pas gaspiller ce moment en explications. Lorsque la dernière confirmation a été donnée, Carney a regardé l'horloge au mur. Elle indiquait 8h57. Pendant environ 90 secondes, il y eut le silence. Des sources présentes ont décrit ces 90 secondes avec des mots qui portent un poids particulier. Ce n'était pas de l'hésitation. Carney ne reconsidérait rien. La décision était prise. Ce que représentaient ces 90 secondes, selon un responsable qui les a observées directement, ressemblait davantage à une reconnaissance. Le genre d'immobilité qu'une personne ayant une profonde connaissance institutionnelle s'accorde avant d'exécuter une action lourde de conséquences et irréversible. Non pas parce qu'elle est incertaine, mais parce qu'elle comprend ce que signifie l'irréversibilité et choisit d'honorer cette compréhension plutôt que de la traverser à la hâte. À 8h59, Carney a débouché son stylo, il a signé 6 documents d'autorisation dans l'ordre. Chaque signature faisait passer une partie de l'architecture de 14 mois de la préparation à l'exécution. La première autorisait l'activation officielle du partenariat commercial renforcé Canada-Union européenne, redirigeant 2,4 milliards de dollars de flux agricoles et manufacturiers vers des cadres de marché européens qui étaient en préparation depuis le printemps précédent. La deuxième autorisait le cadre d'accélération du partenariat du Pacifique, engageant 9 milliards de dollars dans le développement d'infrastructures technologiques et de ressources avec des partenaires japonais et sud-coréens, selon des conditions négociées au cours de 8 cycles de consultations techniques. La troisième autorisait l'expansion des investissements dans la transformation nationale. 7 milliards de dollars de financement fédéral pour la capacité manufacturière canadienne à valeur ajoutée, conçue pour réduire la part des exportations canadiennes de matières premières nécessitant des installations de transformation américaines. La quatrième, la cinquième et la sixième autorisaient l'ouverture officielle de voies de négociation commerciale accélérées avec le Royaume-Uni, l'Australie et l'Inde, envoyant à chacun de ces gouvernements le signal que le Canada était désormais prêt à traiter ces relations comme primaires plutôt que complémentaires. 8. 2 milliards de dollars redirigés, engagés ou lancés, 6 signatures, 11 minutes. Lorsque le dernier document a été signé, Carney a posé le stylo et a regardé l'horloge. Elle indiquait 9h10. Pour une fois, le titre n'a pas été écrit par une prestation au podium, il a été écrit par la paperasse. À Bruxelles, la mission canadienne avait déjà transmis la confirmation d'activation à la Commission européenne. À Tokyo, l'ambassadeur du Canada avait déjà placé l'appel à son homologue du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. L'annonce mondiale synchronisée devait être publiée 40 minutes plus tard. Les notifications ont alors été envoyées.
Carney s'est levé, a rassemblé ses documents et est sorti. La salle gardait ce silence particulier de personnes qui viennent d'accomplir quelque chose qui ne peut pas être défait et qui comprennent clairement que le monde dans lequel elles retourneront en quittant ce bâtiment est différent de manière mesurable et permanente du monde dans lequel elles y étaient entrées. Puis les téléphones se sont levés et l'architecture qui avait été en construction pendant 14 mois a commencé, simultanément sur 3 continents, à porter son premier véritable poids. La réponse américaine s'est déroulée par étapes. Et chaque étape a confirmé ce que le gouvernement Carney avait calculé. Washington avait été tellement convaincu de la capitulation canadienne qu'il n'avait préparé aucun scénario sérieux de refus canadien. Le premier indice qu'un événement important s'était produit est parvenu aux responsables commerciaux américains par les services européens d'information financière vers 9h45, heure d'Ottawa, avant les annonces publiques synchronisées, grâce aux signaux commerciaux qui précèdent les communications gouvernementales officielles lorsque de vastes redirections commerciales commencent à passer par les systèmes financiers internationaux. Les positions de change ont bougé, les marchés à terme des produits agricoles ont évolué, les actions industrielles européennes ont reçu une demande modeste mais significative. Ce sont les signaux que les professionnels de la finance ont reconnus comme le premier front d'une réorientation commerciale structurelle, et ils ont atteint les bureaux de ceux qui en comprenaient le sens avant même qu'un gouvernement ait publié une déclaration officielle. À 10h15, lorsque les annonces synchronisées ont été publiées simultanément depuis Ottawa, Bruxelles et Tokyo, les marchés américains disposaient d'environ 30 minutes de traitement avant leur propre ouverture. Ce n'était pas suffisant. Le Dow Jones a ouvert en baisse et a continué de reculer, perdant 310 points dans la première heure et demie. Les actions qui ont le plus chuté n'étaient pas les grands indices du marché, mais des positions sectorielles ciblées, entreprises de chaînes d'approvisionnement automobile transfrontalières, transformateurs agricoles américains dépendants d'intrants canadiens, firmes d'infrastructures positionnées sur des projets de capitaux bilatéraux désormais confirmés comme redirigés. Le marché ne réagissait pas à un différend politique, il réévaluait son exposition à une architecture commerciale qui était devenue, du jour au lendemain, structurellement différente. Les marchés, contrairement aux scènes de campagne, sont notoirement mauvais pour applaudir la bravade non répétée. À l'intérieur de la Maison-Blanche, selon des sources familières avec la réponse interne, les 2 premières heures ont été marquées par une incrédulité que plusieurs sources ont décrite comme la conséquence opérationnelle de l'excès de confiance. L'évaluation du renseignement, selon laquelle le Canada était sur le point de craquer, avait été traitée, selon un responsable, non pas comme une donnée à vérifier, mais comme une conclusion à appliquer. C'est toujours le risque lorsqu'un élément de langage est promu au rang d'évaluation du renseignement. Aucune planification sérieuse de contingence n'avait été menée pour un scénario dans lequel le Canada exécutait un basculement commercial coordonné avec plusieurs partenaires. Aucun cadre n'existait pour répondre à une activation de cette ampleur et de cette simultanéité. La première réponse, soit la rédaction d'une déclaration présentant les gestes canadiens comme un acte désespéré d'un gouvernement à court d'options, a été abandonnée lorsque quelqu'un a souligné que les marchés financiers lisaient la situation dans le sens exactement inverse. Les fuites du côté américain qui ont suivi étaient, comme lors d'épisodes précédents, à certains égards l'élément le plus révélateur de l'histoire. Un haut responsable impliqué dans les séances de stratégie qui avait produit l'évaluation de confiance a donné clairement la substance de l'échec de Washington. Ils avaient modélisé le scénario où le Canada appliquerait une pression économique et ils avaient modélisé le scénario où le Canada ferait des déclarations, mais ils n'avaient pas modélisé le scénario où le Canada aurait déjà construit l'infrastructure nécessaire pour exécuter un pivot de cette ampleur avant que Washington sache qu'il le faisait. C'était le cœur du problème. Le Canada l'a construit avant que Washington sache qu'il le construisait. Une deuxième source a fourni la phrase qui a circulé dans tous les grands médias financiers à la fin de la journée, 14 mois. Le Canada avait 14 mois d'avance sur Washington et Washington croyait que le Canada était en train de perdre. Rien ne dit mieux la domination stratégique que de découvrir que le plateau a changé pendant que le discours de victoire était encore en rédaction. La réponse de Trump sur Truth Social est arrivée à 15h22, 6 heures après que les marchés eurent enregistré l'impact initial complet. Elle décrivait les actions canadiennes comme un signe de faiblesse,
prédisait que le Canada reviendrait en rampant d'ici quelques mois et ne s'attardait à aucun élément précis des 8 cadres bilatéraux qui avaient été activés ce matin-là. Le schéma de réponse était désormais lisible pour quiconque avait suivi la séquence. Attaquer l'acteur. Ignorer l'action. Jouer la confiance pour un public intérieur pendant que la réalité structurelle décrite s'éloigne davantage de la performance à chaque heure qui passe. La performance est restée fidèle à la marque. Malheureusement pour la performance, les flux commerciaux ne votent pas aux primaires. L'analyse de Warren Buffett n'a pas commencé par l'économie de ce que le Canada avait fait, mais par la psychologie stratégique de ce que Washington avait mal compris et par les raisons pour lesquelles se tromper de cette manière particulière entraîne des coûts qui s'accumulent au lieu de se résorber. Il existe une catégorie précise d'erreurs stratégiques qui a détruit des partenariats, des ententes et des entreprises au cours de 63 années d'observation. C'est l'erreur qui consiste à confondre la patience d'un adversaire avec la faiblesse d'un adversaire. Ce ne sont pas la même chose. Une contrepartie patiente n'est pas une contrepartie faible. Une contrepartie qui continue de dialoguer de bonne foi tout en absorbant la pression n'est pas une contrepartie à court d'options. Elle peut être une contrepartie qui attend le moment optimal pour utiliser les options qu'elle a construites discrètement. L'administration Trump a regardé 14 mois d'engagement canadien et y a vu un gouvernement se rapprochant de la capitulation. Ce qu'elle voyait en réalité, c'était un gouvernement se rapprochant de l'activation. La différence entre ces deux lectures est la différence entre l'intelligence stratégique et l'aveuglement stratégique. Washington a choisi la mauvaise lecture. Et c'est la confiance qui a rendu l'erreur irréversible d'une manière qu'une erreur plus hésitante ne l'aurait pas été. La confiance est utile en négociation. L'utiliser comme substitut à l'observation, c'est là que la facture commence. La traduction économique s'articulait autour de ce que Buffett a décrit comme la géométrie composée du réalignement. Les 2 milliards de dollars de flux commerciaux redirigés et engagés sont le chiffre qui apparaîtra dans les manchettes, mais ce n'est pas le chiffre qui compte le plus. Le chiffre qui compte le plus est 14. Le nombre de mois pendant lesquels cette architecture a été préparée avant son activation. 14 mois de construction de relations européennes signifie 14 mois de confiance accumulée, 14 mois de cadre technique affiné, 14 mois de relations commerciales qui ont développé leur propre élan, indépendamment du différend politique bilatéral qui les a déclenchées. Ces relations ne s'arrêtent pas lorsque le différend politique se règle. Elles continuent, elles s'approfondissent, elles deviennent des éléments structurels de la vie commerciale canadienne. Les 2 milliards de dollars redirigés aujourd'hui produisent, par la logique composée de l'intégration commerciale, une relation économique avec l'Europe et le Pacifique qui vaudra des multiples de ce montant au cours de la prochaine décennie. Washington n'a pas intégré cette dynamique composée dans son calcul. Washington a évalué le montant immédiat en dollars et a conclu qu'il était gérable. Cette conclusion était erronée. Vient ensuite le principe directeur de toute négociation où une partie détient un levier structurel et l'autre détient le temps. Dans toute négociation où un camp a le levier et l'autre a le temps, le camp qui a le levier doit l'utiliser avant que l'autre camp utilise son temps. Ce n'est pas compliqué, c'est une condition de course. Washington avait le levier, le Canada avait le temps. Washington n'a pas utilisé son levier avant que le Canada utilise son temps. Le Canada a utilisé 14 mois de temps pour construire une infrastructure qui a neutralisé de manière permanente une part importante du levier de Washington. La campagne de pression avait un mégaphone, la contre-stratégie avait un calendrier. Le levier existe encore dans un sens absolu. 75% des exportations canadiennes vont toujours vers les États-Unis. Mais la trajectoire de ce chiffre a été modifiée, structurellement modifiée, et les trajectoires modifiées dans les systèmes commerciaux ont tendance à continuer dans leur nouvelle direction plutôt qu'à revenir brusquement à leur point d'origine. Le verdict suit avec le poids du résumé, pas de l'explication. En 63 années d'observation de la manière dont le pouvoir est appliqué et absorbé, le schéma est clair. Un adversaire patient et préparé ne manque pas de surpasser un adversaire trop confiant et mal préparé sur un horizon temporel suffisant. Le Canada était patient. Le Canada était préparé. Washington était trop confiant et mal préparé. La seule question restante est de savoir combien de temps doit durer cet horizon temporel.
D'après ce qui a été activé ce matin-là, la réponse est « pas très longtemps du tout ». Les conséquences en cascade de l'activation de lundi s'organisent autour d'une seule réalité structurelle qui distingue cet épisode de tous les moments précédents de tensions bilatérales. L'irréversibilité n'est pas politique. Elle est commerciale. Et l'irréversibilité commerciale fonctionne selon une logique différente et plus durable que l'irréversibilité politique parce qu'elle n'exige d'aucun gouvernement qu'il maintienne une position. Elle exige simplement que les entreprises continuent de poursuivre leurs intérêts commerciaux dans le nouveau cadre établi pour elles. Sur le plan économique, l'architecture de préparation de 14 mois signifie que les flux commerciaux redirigés ne sont pas des propositions en attente de ratification. Ce sont des cadres opérationnels déjà en exécution. Les redirections d'accès au marché agricole européen passent par les cadres douaniers existants de l'Union européenne. Le partenariat technologique du Pacifique est doté en personnel, financé et produit ses premiers livrables. L'expansion de la capacité canadienne de transformation nationale commence les travaux dans des installations de 3 provinces. Les voies de négociation avec le Royaume-Uni, l'Australie et l'Inde disposent de juristes commerciaux expérimentés, informés de la position canadienne depuis des mois et prêts à avancer rapidement. Chacun de ces éléments a été conçu pour être autosuffisant, pour continuer à fonctionner selon sa propre logique commerciale, peu importe ce qui arrive à la relation politique ayant créé les conditions de son activation. C'est la partie embarrassante pour la politique tarifaire. Une fois que les entreprises trouvent une route fonctionnelle, elles reviennent rarement simplement parce qu'un podium le demande gentiment. Sur le plan politique, les conséquences intérieures canadiennes sont exactement l'inverse de ce que la campagne de pression américaine cherchait à produire. La théorie était qu'une pression économique soutenue créerait une pression politique intérieure canadienne sur le gouvernement Carney pour qu'il capitule. Ce qu'elle a produit à la place, c'est un environnement politique intérieur dans lequel le refus du gouvernement Carney de capituler et sa capacité évidente à exécuter une stratégie de rechange crédible sont devenus son principal atout politique. Un sondage réalisé dans les 72 heures suivant l'activation de lundi a montré que le taux d'approbation du gouvernement Carney atteignait son niveau le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir. Les partis d'opposition, qui avaient passé des mois à soutenir que Carney n'était pas assez ferme, se sont retrouvés dans la position inconfortable de ne plus avoir de terrain d'attaque. La campagne de pression devait affaiblir un gouvernement. Elle a unifié un pays. Une politique conçue pour coincer Ottawa a réussi, d'une manière ou d'une autre, à lui offrir un point de ralliement national, ce qui est tout un exploit d'ingénierie inversée. Sur le plan de la défense et de la sécurité, les signaux provenant des partenaires du Canada au sein des Five Eyes dans les jours suivant l'activation portaient une qualité précise de réévaluation stratégique. L'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont chacun accéléré les consultations bilatérales avec Ottawa par des canaux qui, selon des sources familières avec les communications, allaient au-delà de la coordination habituelle entre gouvernements alliés et reflétaient quelque chose de plus proche d'un recalibrage de la valeur stratégique de la relation canadienne, dans un contexte où la volonté démontrée du Canada d'agir indépendamment des préférences américaines était devenue, plutôt qu'un handicap, une forme de crédibilité stratégique. Les Alliés ne prenaient pas leur distance avec le Canada, ils s'en rapprochaient. La réponse de la Chine était, à ce stade de la séquence, entièrement prévisible dans sa structure et entièrement significative dans sa substance. Pékin a lancé une invitation élargie au Canada pour participer à des cadres d'investissement dans les infrastructures en Asie du Sud-Est, a offert des consultations accélérées sur l'accès des produits agricoles au marché chinois et a clairement indiqué par plusieurs canaux diplomatiques qu'elle jugeait la capacité démontrée du Canada à agir stratégiquement de manière indépendante comme une base pour une relation commerciale plus substantielle. Rien de cela n'exigeait de la Chine autre chose que d'être disponible. La campagne de pression américaine avait, avec une efficacité remarquable, rendu le Canada plus attrayant pour chaque compétiteur stratégique que les États-Unis ont dans le système commercial mondial. Ce n'est pas un effet secondaire de la politique. C'est la principale réalisation opérationnelle de cette politique mesurée à l'aune de ses propres objectifs déclarés. C'est l'exact opposé de l'intérêt stratégique américain. Lorsqu'une campagne de pression améliore les options du pays visé par la pression, l'image de marque peut être forte, mais la stratégie s'est clairement égarée.
Voilà ce que les 14 mois ont produit. Ils ont produit une activation de 2 milliards de dollars en redirection commerciale, engagement d'investissement et nouveau cadre de négociation couvrant 3 continents et 6 relations bilatérales, exécutés simultanément un lundi matin avant l'ouverture des marchés américains, conçus dès le premier jour de préparation pour être permanente plutôt que réversible et pour être en exécution plutôt que simplement annoncée au moment où Washington constaterait ce qui s'était passé. Ils ont produit une chute de 310 points du Dow Jones, une réévaluation de la prime de risque dans les secteurs intégrés et un cycle de planification d'entreprises dans des centaines de multinationales qui avaient commencé à traiter la concentration des chaînes d'approvisionnement nord-américaines comme un risque à réduire plutôt qu'une condition stable à présumer. Ils ont produit la communication interne précise de Washington qui devait être une évaluation de confiance, la croyance selon laquelle le Canada était sur le point de craquer, devenant rétrospectivement le déclencheur même de l'activation qu'elle était censée prédire à l'encontre. La réalité d'ancrage n'est pas le montant en dollars, aussi conséquent soit-il. La réalité d'ancrage, ce sont les 14 mois. Ces 14 mois nous disent que ce qui s'est produit lundi n'était pas une réaction, c'était un aboutissement. Un projet qui avait été planifié, construit, doté en personnel, financé, juridiquement structuré et confirmé par des partenaires au cours de 14 mois de préparation disciplinée, activé au moment d'effet stratégique maximal, c'est-à-dire au moment où la confiance de Washington dans la mauvaise conclusion était à son sommet. Le piège n'était pas que le Canada ait soudainement bougé, le piège était que Washington ait cru uniquement à son propre scénario jusqu'à ce que la scène ait déjà changé. L'architecture a été construite pour atterrir exactement là où elle a atterri. Elle y a atterri. Buffett a identifié le principe qui définira tous les récits de cet épisode écrit dans les décennies à venir. Une préparation patiente face à une pression trop confiante n'est pas une stratégie défensive, c'est une stratégie offensive. Elle fonctionne simplement sur un horizon temporel plus long que celui que la partie qui applique la pression prend en compte. Le Canada a fonctionné sur un horizon de 14 mois, Washington a fonctionné sur un cycle de nouvelles, les 14 mois ont gagné, les cadres sont en exécution, les partenariats s'approfondissent, la capacité de transformation nationale est en construction. Les voies de négociation avec 6 gouvernements partenaires sont dotées en personnel et avancent. Et chaque jalon franchi dans l'architecture d'activation rend le prochain renversement plus difficile, la prochaine campagne de pression moins efficace et la prochaine évaluation de confiance venue de Washington moins susceptible d'être exacte. Les cycles de nouvelles peuvent gagner des applaudissements. L'infrastructure gagne la décennie. Le pli que Washington attendait n'arrivera pas. Ce qui est arrivé à la place, c'est l'infrastructure destinée à garantir qu'il n'est jamais à arriver. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.